Ouais, c'est bon pour tout le monde. Alors, donc, aujourd'hui, donc c'est bon pour tout le monde. J'aimerais qu'on me dise oui. Oui. Ouais, parfait. Ouais. Parfait. Parfait. Ok. Alors, aujourd'hui, je voulais continuer. Vous avez vu le beau décor que j'ai mis derrière. Sachez que c'est pas le décor de ma chambre, bien évidemment. Je suis pas fou. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc j'enregistre le cours. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai découvert, on en découvre chaque jour, j'ai découvert une option sur Zoom où je vais enregistrer donc le live avec la vidéo. Et donc, je vais vous envoyer après un lien Zoom pour regarder cette vidéo et ne pas avoir que l'audio. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous partager mon écran. Et sur l'écran que je vais vous partager, je vais continuer. Vous voyez tous le chapitre 4, compartiment cytosolique? Oui. Oui. Très bien. Oui. Donc, on va un peu continuer. On va un peu continuer sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je vais vous raconter une histoire. Alors, vous vous souvenez de ce schéma, on l'a vu. Mais je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, qui est un schéma capital que, il me semble, j'avais déjà vu, mais qu'on va revoir aujourd'hui et qui est vraiment, vraiment très important. Donc, ici, vous avez toujours appris qu'un lysosome, c'était une poubelle de la cellule. La particularité du lysosome, c'est qu'il fait partie du système endomembranaire, bien évidemment, et qu'il a un pH acide égal à 5. Bon. Donc, c'est-à-dire que chaque protéine, chaque élément de la cellule, lipides, glucides, cholestérol, se faisait dégrader dans ce protéasome, dans ce lysosome, excusez-moi. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que j'ai ramené un peu la semaine dernière. Allô? Quel Franprix? Tu as acheté quoi, Alors, toi? Tu n'as pas acheté le alors, café? attends. Où tu as acheté le café? Il y a quelqu'un. Tu as laissé le micro allumé, hein? Hein? Tu as laissé le micro allumé. Alors, attendez. Ouais. 2 secondes, 2 secondes. Voilà, non, c'est bon, c'est bon. Donc, je disais que le nouvel élément que vous allez connaître aujourd'hui, c'est le protéasome. OK? Et le protéasome, lui, il a la même fonction que le lysosome. Vous allez voir que lui, c'est un tueur aussi de protéines. C'est un tueur de lipides. C'est un tueur. Bon, on va le voir que dans le côté lipides, dans le côté protéines, mais c'est le même rôle. Sauf qu'il a des caractéristiques différentes. C'est déjà qu'il fonctionne à pH neutre. Donc, ce fonctionnement à pH neutre fait que il est un peu moins efficace. Et lui ne fait pas partie du système endomembranaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de membrane d'enveloppe. C'est important. Le lysosome, il a une membrane puisqu'il fait partie du système endomembranaire, mais le protéasome, lui, n'a pas de membrane. Et la particularité aussi, donc, à part qu'il fonctionne à pH neutre, qu'il n'a pas de membrane, c'est qu'il est ATP-asique. Okay, donc, je répète, pour ceux qui nous rejoignent aussi, c'est que ATP-asique qui consomme de l'ATP. Okay, donc ça veut dire que c'est alors c'est même pas un organite, hein, c'est un élément. Alors vous pouvez le noter. Le protéasome, on appelle ça un complexe glycoprotéique. Donc c'est un complexe glycoprotéique qui, alors là aussi, pareil, on va faire, et ça je veux vraiment, vraiment que vous l'utilisiez, on va faire ensemble, on va aller dans le glossaire, ok, et je veux à chaque fois, et j'insiste sur ça, à chaque fois qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, je veux que vous ayez le réflexe. Quand vous ne connaissez pas protéasome, ok, vous allez dans protéasome et vous allez retenir un peu revoir tout ce qu'on a vu ensemble. Donc protéasome, je vais vous lire la définition, mais bon, il faudrait que vous le fassiez tout seul. Protéasome, c'est un complexe enzymatique, ok, qui va dégrader les protéines. Et là, c'est l'élément supplémentaire qu'on va discuter bien aujourd'hui, qui est des enzymes qui sont, je répète, c'est un complexe enzymatique qui a de nombreuses enzymes qui dégradent les protéines qui sont ubiquitinylées. Donc ici, vous voyez que chaque protéine qui rentre
dans ce protéasome a forcément été adressé grâce à une molécule d'ubiquitine. Donc, l'ubiquitine, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. L'ubiquitine, c'est une molécule qui va se fixer sur la protéine et qui va être un signal d'adressage au protéasome. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je répète, le protéasome, il est pH neutre, pas de membrane d'enveloppe. Il est ATP dépendant. Il a des enzymes et vous pouvez marquer dès à présent qu'il possède des hydrolases qui sont de la superfamille grand A, grand A, grand A. Donc 3 fois A. La superfamille AAA. AAA. Alors ça, c'est très important, les superfamilles, vous allez voir. Je crois que c'est la première fois dont on parle des superfamilles. Il y a l'autre famille que vous allez connaître qui s'appelle la famille ABC. On va le voir tout de suite. Mais voilà, il y a des superfamilles AAA. Le A de ATP, donc toutes les protéines. Et vous allez en connaître 3 des protéines qu'on va voir au fur et à mesure des séances. Toutes les protéines qui sont de la famille AAA sont donc, par définition, ATP dépendantes. Donc, ça, c'est la caractéristique également du protéasome. Et aussi, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'il va avoir l'ubiquitine. Donc, on dit que le protéasome, il est ubiquitine dépendant. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il est ubiquitine dépendant. Ça veut dire que finalement, ce protéasome, pour pouvoir fonctionner, il a besoin de protéines qui sont ubiquitine dépendantes. Et vous le voyez, vous le remarquez, c'est que l'ubiquitine, lui, il va l'amener, mais il va ressortir. L'ubiquitine ne se fait jamais dégrader dans le protéasome. Ça, c'est la base sur laquelle il faut être très clair. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire dont je vous ai promis. Suivez bien l'histoire, regardez bien le schéma. Ça n'a rien de noter, regardez bien le schéma. C'est un jour, il était une fois, une protéine qui se retrouvait soit dans le REG, soit dans le cytosol. D'accord? C'est-à-dire que les protéines qui sont dégradées dans le protéasome, ça peut être soit des protéines du REG, quand je dis du REG, ça peut être tout le système endomembranaire en fait, soit des protéines qui sont dans le cytosol. Donc peu importe, il n'y a pas de discrimination. Ces protéines à dégrader vont subir un phénomène de reconnaissance qui vont être reconnus par notre ami ubiquitine. Notez, ok, vous pouvez le noter, juste pour le moment, c'est très facile, que l'ubiquitine, donc, vous avez retenu qu'il a un rôle. C'est quoi le rôle de l'ubiquitine? C'est d'amener la protéine dans le protéasome. C'est un signal d'adressage au protéasome. Maintenant, vous notez, parce qu'on va le voir, je crois, dans le chapitre 4 aujourd'hui, que l'ubiquitine, il a un deuxième rôle. On ne le voit pas ici. Hein. L'ubiquitine a un deuxième rôle. Il a un rôle d'endocytose. Donc, l'ubiquitine a un rôle d'endocytose. Alors, et là, on parle de choses sérieuses. Pour les gens qui ont travaillé, donc la plupart d'entre vous, pour les gens qui ont travaillé, quelle est l'autre molécule qui peut provoquer une endocytose? Pas tous à la fois. Le calcium? Alors, le calcium peut provoquer une endocytose. Alors, on avait dit que le calcium, lui, il était responsable, effectivement, responsable de l'augmentation de l'exocytose. Mais ça ne va pas être un signal d'adressage. Ça va aider à, mais ça ne va pas être un signal d'adressage. Donc, le calcium, ce n'est pas un signal d'adressage d'endocytose. Mais pour l'exocytose, on pourrait le dire comme ça, mais ce n'est pas exactement ce que je veux. Notre? Le phosphore? Alors, dommage, tu n'étais pas loin. Latrie. Le phosphate. Mais c'est bien. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, très bien. Très, très bien. Donc, on a vu la dernière fois que le phosphate, je vais revenir à notre schéma de la dernière fois, que le phosphate, la phosphorylation, ok, ici, qu'on phosphorylait, ici c'est le cas d'un récepteur,
eh ben, ça peut provoquer ici son endocytose. Donc la phosphorylation, et vous vous souvenez tous par qui est fait la phosphorylation, par la kinase, va permettre, ok, d'endocyter. Il n'a pas que ça comme rôle, hein, encore une fois. Vous verrez, chaque chose, il faut savoir le nombre de rôles qu'il a, mais ça va provoquer son endocytose. Donc ici, on a aussi notre copain l'ubiquitine, qui a donc le rôle principal, évidemment, d'envoyer au protéasome. Il a un autre rôle, ok, un autre rôle de provoquer des endocytoses qu'on va voir de suite. Alors, je fais une parenthèse, juste technique, mais encore une fois, dans l'idée qu'à partir d'aujourd'hui, on va bien s'avancer dans les cours réels de première année sans vous faire des remises à niveau de terminale, puisque aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Il faudra bien lire dans les cours tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que c'est une protéase. Donc ici, je rappelle, ici, on parle du protéasome. OK, protéase fonctionnant à pH neutre. OK, superfamille AAA, etc., etc. Donc ça, il faudra le voir tout bien comme il faut. D'accord? Donc ici, c'est résumé, bien évidemment, dans le cours que je vous donne. Donc ici, évidemment, l'ubiquitine ici va permettre, donc je continue mon histoire. Je fais un aparté sur l'ubiquitine. L'ubiquitine, lorsqu'elle fixe sa protéine, elle la fixe de manière covalente. Alors ça, c'est très important. Vous l'écrivez en rouge. Je veux que ça soit clair pour tout le monde. Il y a une différence entre l'ubiquitine et les molécules chaperon. Alors, les molécules chaperon, on en a parlé, on en parle, on en reparlera. Mais les chaperons, je vous rappelle que c'est une famille de protéines également qui sont ATP dépendants, sauf la PDI, et qui permet justement de faire plusieurs rôles. Et on va les voir aujourd'hui, tous les rôles de l'ubiquitine, des chaperons. Mais la différence, c'est que le chaperon, quand il fixe sa protéine, il la fixe de manière non covalente, alors que l'ubiquitine fixe sa protéine de manière covalente. Donc ça, c'est le genre, voilà. Juste, je vous donne un exemple de QCM. Vous pouvez avoir ce schéma qui est déjà tombé et qui tombera. Et ici, on barre l'ubiquitine. Alors, je vous enverrai, juste maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous enverrai là, je pense que quand vous aurez fait les chapitres dont je vous ai dit, vous pouvez commencer à faire des QCM sans problème. Donc, on vous barre l'ubiquitine et on fait petit 1. Voilà. Donc, petit 1, vous êtes censé savoir, en connaissant votre schéma par cœur, que c'est l'ubiquitine. Et on va vous poser la question, on va vous dire, petit 1, ok, vous savez que c'est l'ubiquitine, en tout cas, si vous connaissez votre schéma, petit 1 fixe sa protéine de manière non covalente. Ah, vous savez que c'est faux, ok? Ok, pareil pour un chaperon, on peut vous dire petit 2 ici, vous voyez ici, il y a marqué chaperon, on va le voir de suite. Ben, ce chaperon fixe de manière covalente les protéines. Ok? Donc ça, c'est très important. Donc je répète à tout le monde, je sais que j'entends quelques micros, coupez votre micro. Vous coupez votre micro pour pas qu'on entende, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, quand je parle de l'ubiquitine, on voit très bien que l'ubiquitine va permettre d'amener la protéine dans le protéasome, mais il y ressort. OK? La protéine. Il est fort. Il était pourtant rêveur. Alors attendez 2 secondes. Hein? Maman, tu coupes. Attendez, je suis désolé. Maman, tu coupes ton micro, s'il te plaît. Attendez, je sais pas pourquoi. Elle s'est trompée. Je vais appeler de suite. Je suis désolé. Je suis désolé. Si le boulot ne va plus trop, on est là ça. Tu peux couper ton micro? Mais c'est coupé. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc, problème technique. Donc, ici, vous voyez qu'à pH neutre, la protéine va être dégradée et l'ubiquitine ressort. Et ce qui est très important à bien comprendre, c'est que la protéine, elle va avoir 2 possibilités. Soit elle est complètement dégradée. Donc là, on devient un peptide antigénique. Donc on passe
de protéines à peptides. D'accord? Donc, je répète juste dans les termes, peptide, c'est une petite protéine. Ça, c'est la possibilité classique. Deuxième possibilité, c'est que le protéasome n'est pas assez fort pour couper la protéine. Elle n'est pas assez puissante. Et donc, à ce moment-là, la protéine va ressortir du protéasome et va aller vers un endroit un peu plus fort, qui est le lysosome. Ok, donc, je répète, la protéine, ici, elle a deux possibilités. Soit elle se fait dégrader à pH neutre, et tout va bien. Soit le protéasome n'est pas assez efficace, alors elle va ressortir. Donc, elle va être partiellement hydrolysée, mais encore ubiquitinée, puisque l'ubiquitine est restée. Et donc là, à ce moment-là, elle va aller dans un endroit, puisqu'il faut qu'elle soit détruite, elle va aller dans un endroit qui s'appelle donc notre ami le lysosome. Et donc le lysosome, lui, à pH acide, il va finir le boulot. D'accord? Donc ça, c'est l'étape où vous allez pouvoir… Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui? Oui, juste, je voulais te demander comment il fait pour aller au lysosome? C'est Alors avec quel. justement, ici, tu vois ici que effectivement, la protéine qui est ubiquitinée et partiellement hydrolysée, comment elle va aller au lysosome? Par un adressage grâce au chaperon. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir dans le chapitre 8, où les chaperons vont aider, grâce à un adressage spécifique, à les amener vers le lysosome. Okay, donc, il y a un adressage, un peu comme l'ubiquitine, mais c'est les chaperons qui vont s'en occuper, de les faire rentrer dans le lysosome. Donc, si on est dans la voie classique, le protéasome coupe la protéine, l'hydrolyse, et va faire en sorte que le peptide se retrouve au niveau du REG. Donc ici, le peptide, il a plusieurs voies. Soit il va vers le REG, soit il se fait recycler. Vous le voyez ici, il peut se faire recycler. On va déjà voir celle-ci. Donc s'il est écologique, eh ben, ce peptide antigénique, il va être encore hydrolysé dans le cytosol, parce qu'ici on est bien évidemment dans le cytosol, et il peut donner des acides aminés pour resynthétiser des protéines. Soit deuxième possibilité, c'est une réaction que vous allez apprendre dans le cours sur les glucides en UE1, soit l'acide aminé va se transformer dans la mitochondrie pour fournir de l'ATP. Donc en gros, cette partie-là de recyclage, c'est une partie justement où il va avoir soit une resynthèse de protéines, elle va rentrer, soit deuxième possibilité, on va fabriquer de l'ATP. Et vous savez très bien qui fabrique l'ATP dans la cellule, okay, c'est la mitochondrie. Okay. Je rappelle que dans la mitochondrie, dans la membrane interne, vous avez l'ATP synthase. Pour ceux qui ne le saviez pas, je l'ai dit, c'est les premiers cours, ça. C'est l'ATP synthase qui va permettre justement à ce que l'ATP soit fabriqué. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Mais ça, ne vous inquiétez pas, en BioC, ce n'est pas notre sujet, c'est plutôt en UE1. Donc, en gros, un acide aminé que vous allez avoir dans votre cellule va se transformer dans la mitochondrie pour donner de l'ATP. Et ça, c'est la source d'énergie de la cellule. Ça, c'est le côté écologique, recyclage. Si ce n'est pas écolo, ce peptide antigénique va aller dans le RE. Et là, quand il va aller dans le RE, il va passer par quelque chose de très important qui s'appelle le transporteur TAP. Alors, notez, alors pareil, hein, vous allez dans le glossaire, vous tapez transporteur TAP et vous allez voir que transporteur TAP, c'est aussi un complexe enzymatique de la famille ABC. Donc, il y a la famille AAA, on l'a vu, et la famille ABC. OK? Donc, la famille ABC, ça veut dire quoi ABC? ATP Binding Cassette. Donc, pareil, toutes les protéines de la superfamille ABC consomment de l'ATP. Toutes les familles des protéines AAA de la superfamille AA consomment de l'ATP. Pareil pour ABC. D'accord? Donc, transporteur TAP, c'est transporteur ABC. Donc, le peptide antigénique va passer ici et va rentrer dans le RE. Et là, vous allez écouter et vous allez soit le noter en gros, soit le retenir bien comme il faut. Celui ou celle qui, l'année prochaine, ou même cette année, me confond. Alors, ça fait plus peur quand c'est en vrai, hein, attention, là, je ne fais pas peur, mais quand c'est en vrai, dans ma classe, ça fait beaucoup plus peur.
celui qui me confond transporteur TAP et le translocon, qu'on a vu la dernière fois, je rappelle le translocon, c'est ce qui permet, lors de la synthèse de la protéine, de passer la protéine dans le RE. Alors, j'ai l'habitude de couper une petite phalange. C'est une habitude que j'ai avec les étudiants. Celui qui me confond, après, bien évidemment, après cette prévention que je vous fais, celui qui me confond dans un QCM, parce que ça, c'est un piège que je fais, il n'y a pas un QCM où je ne fais pas ce piège. Celui qui me confond, transporteur TAP et translocon, ça va mal aller. Ok, donc je le dis sous le ton de la rigolade, mais juste faites très attention parce que ça, en gros, ça se ressemble. C'est dans le RE, ça fait passer les peptides antigéniques, mais ça n'a rien à voir. Okay, transporteur TAP, c'est lors de la destruction, si vous voulez, alors que translocon, qui est bouché par BIP, je le rappelle, est là présent au contraire, pour la néosynthèse. Ok, donc faites attention et surtout que transporteur TAP, ça fait partie de la famille ABC, alors que translocon, rien à voir. D'accord? Donc ça, je vous dis juste, retenez-le bien, c'est un piège classique. Ce peptide en question, quand il est dans le RE, il va continuer et il va être coupé par une peptidase. Okay, encore une fois, je rappelle, tout ce qui a ase à la fin, c'est une destruction. Donc protéase qui coupe les protéines, peptidase qui coupe les peptides. Et puis ce peptide, il va rencontrer dans le RE ce qu'on appelle un CMH1. Et CMH1, ça doit vous dire quelque chose. Un CMH1, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un complexe d'immunohistocompatibilité. C'est quoi un CMH1? C'est un présentateur d'antigènes. En gros, ce CMH, il va avoir comme rôle de prendre ce peptide, de l'envoyer vers la membrane plasmique et de le faire sortir par exocytose et le présenter, et ça vous êtes censé le savoir, à un lymphocyte, qui est donc un destructeur d'antigènes, qui s'appelle ici dans ce cas-là le lymphocyte CD8. Donc le CMH1 va présenter son antigène au lymphocyte CD8. D'accord? Alors, vous verrez plus tard, le CMH2, lui, quand il va présenter ses antigènes, il est présent au lymphocyte CD4. OK? Donc CMH2, CD4, CMH1, CD8. Et notez, en rouge, que le CMH1, il appartient à une grande superfamille. La superfamille du CMH1, c'est ni ABC, c'est ni AA, c'est la famille des immunoglobulines. Alors ça, c'est censé vous faire tilt. Alors, je ne l'ai pas expliqué au dernier cours, mais c'est quelque chose que j'ai expliqué il y a pas mal de temps. Vous vous souvenez toutes les CAM et les SAM. Une des CAM, c'était la CAM IG. Et la particularité, alors je ne sais pas s'il y en a une, est-ce que j'en ai mis une là à côté pour que vous voyez? Bon, vous verrez dans le chapitre 2, quand on parle des CAM, okay, la CAM IG, elle a comme particularité d'avoir des boucles extracellulaires avec des ponts disulfures. Ça, c'est la caractéristique des superfamilles immunoglobulines. Donc, en gros, que ce soit CMH ou immunoglobulines, les deux font partie de cette superfamille avec justement des boucles extracellulaires avec des ponts disulfures. D'accord? Donc ça, c'est le schéma de base, et vous voyez que sur ce genre de schéma, on peut vous poser des tonnes de questions. Donc je vous donnerai un exemple des exemples de QCM en rapport avec ce schéma et qui seront très très importantes. Ok? Donc on va continuer un peu. Donc ici, ce schéma, bien évidemment, je n'ai même pas besoin de vous dire il faut que vous sachiez par cœur le schéma en soi, les légendes, et bien évidemment tout le texte qu'il y a avec. Alors, vous allez voir juste un mot dans le cours où il y a marqué une protéine qui est polyubiquitinée ou monoubiquitinée. Juste retenez ce terme-là, on va le revoir. Mais en gros, polyubiquitinée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on va le voir de suite, il y a plusieurs ubiquitines qui vont se fixer sur la protéine. Alors que monoubiquitinée, ça va s'ancrer que sur une protéine. Ok, excusez-moi, ça va s'ancrer. Il n'y a qu'une ubiquitine qui va se former sur la protéine. Alors, vous verrez l'impact que ça a. On le verra tout à l'heure. Donc là, pareil, vous lisez bien tout ça. C'est ce que j'ai dit en écrit.
Donc, on va aller sur ce schéma. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé un peu la dernière fois. Vous connaissez tous Grégory Le Marchal. Et Grégory Le Marchal, c'est quelqu'un, bon, mis à part qu'il était à la Star Academy. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez. C'est quelqu'un qui avait une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Et la mucoviscidose, c'est, et ça vous pouvez le dire à table pour briller en société, la mucoviscidose, c'est une mutation et une absence, en fait, d'une protéine qui s'appelle la CFTR. OK ? Donc la CFTR, c'est une protéine qu'on retrouve dans les alvéoles pulmonaires, qui a un rôle très important. Et lorsqu'elle est mutée, elle va être dégradée, on va le voir de suite, et elle va être donc absente des cellules alvéolaires, et donc ça va provoquer la mucoviscidose. Donc bon, c'est pas grand-chose pour avoir cette maladie. Donc, en gros, ce schéma, il vous explique ça. Et il va vous expliquer justement comment ça se passe. Et c'est très simple. Vous voyez ici, comme ça ressemble le translocon et le transporteur TAP. Hein, voilà. Donc ici, vous voyez très bien que il y a des pièges à faire à gogo. OK ? Donc, ici, on est dans le cas d'une synthèse. On va commencer par le bas. Tranquillement, la protéine CFTR a rencontré son ribosome qui l'a amené vers le RE. Alors, vous imaginez qu'il y a eu le SRP qui a reconnu le peptide signal. OK ? Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, le SRP qui a reconnu le peptide signal. Ce SRP amène le ribosome vers le translocon. Et là, il y a début de la synthèse. Ça, a priori, tout le monde est d'accord sur ça. Cette protéine elle a la particularité d'être N-glycosylée, c'est-à-dire qu'on peut commencer à lui rajouter des sucres ici, okay, et elle commence à se faire synthétiser. Et les chaperons que vous voyez ici, donc ça c'est très 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 important, il y a des chaperons qui sont ici, et vous voyez qu'il y en a plusieurs types, soit des solubles, soit des transmembranaires, okay, et vous verrez c'est quoi le nom de ces protéines, on le reverra. Ici par exemple, ça peut être quoi ici? Celle-là, là, qui est ici. Une bip qui est pas loin d'ici, c'est quoi? GSP70, c'est pas ça? Alors, ça, c'est une très bonne bêtise que tu viens de dire. C'est très bien que tu aies dit ça, parce que c'est l'occasion pour toi et pour les autres de remarquer que finalement, les chaperons, on peut en avoir dans le cytosol, et c'est le cas de l'HSP70, dans le cytosol, et il y a des chaperons dans le RE. Donc, ils font partie du système endomembranaire. Donc, HSP70, pourquoi je dis que c'est une bêtise? Parce que HSP70, c'est la protéine qui se retrouve pour le déshabillage de la vésicule dans le cytosol. Donc, ça ne peut pas être ça. Okay, mais voilà, tu peux retenter ta chance. Qui sait? D'autres qui peuvent me dire quelle protéine qui est une chaperon qu'on peut retrouver ici à cette zone-là. Personne? Quand même. Bah, c'est pas la protéine BIP, comme tu as dit? C'est la BIP. Voilà, Ouais. parfait. C'est la BIP, effectivement. Donc la protéine BIP, okay, c'est la protéine qui va ici, vous imaginez que c'est celle-ci, qui va boucher ici le translocon, okay, qui va boucher le translocon et qui va permettre justement qui va permettre l'entrée de la protéine dans le RE. D'accord? Donc aussi, on est en présence, donc encore une fois, du ribosome, du translocon, du RE. Donc la protéine normale, classique, elle se fait synthétiser. Pas de problème. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, un arrêt de la synthèse de la CFTR qui va muter. Okay, ne me dis pas comment, pourquoi, mais il va y avoir ce qu'on appelle une mutation de la CFTR. Et là, à partir du moment où elle mute, elle arrête sa synthèse. Okay, donc elle va être, et il faut qu'elle soit dégradée, puisque la nature a horreur des choses pas bonnes. Donc, ici, vous vous souvenez que j'ai parlé de polyubiquitination, donc il y a plusieurs molécules d'ubiquitine qui vont se fixer de manière covalente, okay, je vous rappelle, sur la protéine, pour lui dire c'est bon, tu dégages. Et il y a ce qu'on appelle
un phénomène qui s'appelle la rétrotranslocation. C'est le fait, justement, du translocon, pas du transporteur TAP, faites attention, du translocon qui va justement faire dégager, dans le sens inverse, la protéine. Donc ici, on est en présence d'une protéine qui est encore sucrée, puisqu'on lui a accroché des sucres ici, je vous le rappelle, encore sucrée, toujours ubiquitinylée, et qui va en direction du protéasome, de notre ami le protéasome, pour se faire dégrader. Et je vous rappelle, je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, que pour rentrer pas pour rentrer, mais pour être dégradé dans le protéasome, il faut être tout beau, tout nu. Donc, le sucre, il dégage, ok. Il faut qu'il y ait des glycosidases qui passent par là, ok. Et l'ubiquitine le fait rentrer et dégage également, ok. Donc, la protéine, elle se fait dégrader dans le protéasome à pH neutre par des protéases AAA, je me rappelle, et elle va être dégradée. Et donc là, vous connaissez la suite. La suite ici, on passe après par le protéasome, c'est ici. Ok. Donc après, soit elle va dans le RE, soit elle se fait recycler. Bon, ça, vous connaissez. Mais dans tous les cas, il faut que vous compreniez que la suite d'ici, ok, bah, c'est là-bas. D'accord? Ok, donc ça, encore une fois, c'est un schéma très important qu'il faudra bien voir. Et donc, les personnes qui ont ce phénomène-là ont ce qu'on appelle la mucoviscidose. Ok, ça c'est un schéma que je voulais aussi vous montrer, qui est aussi important parce qu'il vous montre l'importance et la présence surtout du protéasome, mais également dans le nucléoplasme. Ok? C'est-à-dire qu'ici, dans ce schéma, vous voyez un protéasome qui n'est pas dans le cytosol, comme on a l'habitude de le voir depuis le début, mais aussi ce protéasome, on le voit ce protéasome dans le nucléoplasme. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de le comprendre, que lorsqu'on vous montre un protéasome, que vous soyez capable de dire, ben, on le voit dans le cytosol, mais aussi on peut le voir dans le nucléoplasme. Okay? Donc, le protéasome peut se retrouver un peu de partout. Alors, j'explique c'est quoi ce schéma. Vous voyez que ici, on a un RE, un Golgi et un noyau. Ok. Alors, c'est quoi ce schéma? Je vous l'explique aujourd'hui, même si c'est du chapitre 8, parce que vous avez tous les éléments pour bien le comprendre. Il était une fois, donc dans le RE, une protéine qui s'appelle SCAP. Vous voyez, tout ça, c'est la protéine qui s'appelle SCAP. Et en fait, cette protéine qui s'appelle SCAP, elle est dans la membrane du RE. Et un jour, il va y avoir, et ça vous pouvez le noter, une diminution du cholestérol dans la membrane du RE. Donc ici, ok, c'est pas marqué membrane, c'est moi qui vous le dis. Il va avoir une diminution du cholestérol dans la membrane du RE. Et ça, cette diminution du cholestérol, ça va avoir un effet. C'est que cette protéine SCAP va migrer et va aller du RE vers le Golgi. Et lorsqu'elle va être dans le Golgi, elle va être clivée 2 fois. Vous voyez marqué 2 clivages successifs par des protéases 2 et 1. Ok, ce sont des protéases, peu importe, on s'en fout du nom. Ok, qui va libérer un fragment qui s'appelle SCREPT. Ok, ce fragment-là, il va être libéré ici. Et il va devenir un FRT. Je rappelle qu'un FRT, c'est un facteur de régulation de la transcription. Selon vous, ok, pour les gens, les esprits un peu vifs, qu'est-ce qu'il va faire ce FRT comme rôle, puisque c'est un FRT, il va aller pour synthétiser des choses, ok, il va aller pour régler le problème. Je répète ici qu'il y a une baisse de cholestérol. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme manigance pour faire en sorte d'augmenter le cholestérol? Comment on peut faire? Et ça, vous le savez. Il ne va pas retourner dans le noyau?
il va dans le noyau. Ce FRT, il va dans le noyau. Il va vers l'ADN pour synthétiser des choses qui vont faire en sorte qu'il va augmenter le cholestérol. Les LDL? Voilà. Donc, c'est marqué dans le schéma, effectivement. Mais juste que vous compreniez bien. Si on augmente les récepteurs des LDL, donc automatiquement, il va avoir plus de LDL qui vont rentrer dans la cellule. Donc, s'il y a plus de LDL qui est un transporteur de cholestérol, donc forcément, vous allez avoir du cholestérol qui va augmenter dans la cellule. Donc, juste pour les gens avec lesquels ce n'est pas clair, je vous montre juste mon écran et je vous rappelle le schéma que j'adore, le schéma important du chapitre 2. Voilà. Je rappelle, dans ce schéma qu'on a, et qu'il faut apprendre par cœur, bien évidemment, on a le LDL, qui est ici, qui est un transporteur de cholestérol, qui va rentrer avec son récepteur LDL et va permettre au LDL de rentrer dans la cellule pour permettre de se faire dégrader et de libérer le cholestérol. Donc, si le FRT il va augmenter les récepteurs LDL, donc il y a plus de LDL qui va rentrer. Et donc, s'il y a plus de LDL qui rentre, donc automatiquement, le cholestérol qui est ici va augmenter. Voilà. Et donc ça, ici, c'est très important, ce mécanisme, que vous compreniez bien, que vous soyez assez malin pour ne pas apprendre par cœur comme des imbéciles, mais au contraire, savoir, logiquement, si j'ai moins de cholestérol, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur ces genres de schémas. Intuitivement, excusez-moi, vous allez avoir ici le FRT, se dire, là, les FRT qui va être importé, ça on le verra dans le chapitre 9, on n'y est pas, qui va être importé ici, va donc générer des récepteurs LDL qui va augmenter le cholestérol. Et ce schéma il est là aussi, surtout aussi pour vous dire que ce FRT, il faut bien en faire quelque chose. Il n'y a rien de hasardeux dans la cellule, il faut bien en faire quelque chose. Donc ce FRT, il va avoir comme rôle, il va avoir comme destination finale de se faire polyubiquitinider et aller dans le protéasome pour se faire détruire. Donc, c'était un peu l'objectif du schéma, de vous montrer tout ça. OK? Et donc là, ici, on rentre par les ports nucléaires, etc. Voilà. OK? Allez, on continue. On continue. Je vais ici. Alors, tous ces schémas-là, je ne veux pas vous en parler pour le moment. C'est pas hyper intéressant. Voilà. Là, Dan, oui, comment on fait pour détruire un pH neutre? c'est une question philosophique que tu me poses? Non, vraiment. Alors, ça, ce genre de questions, il n'y a pas un grand intérêt à vraiment te répondre. D'une part, parce que j'en sais rien. Et d'autre part, ça importe peu. Moi, je te donne juste mon intuition, c'est que le pH est neutre, mais ce n'est pas le pH qui détruit. Dans le protéasome, c'est les hydrolases. Okay, elles fonctionnent à pH neutre. Donc, a priori, elles ont peut-être un rapport avec le pH, mais ce sont les hydrolases, ce n'est pas le pH qui détruit. Okay, le pH, il peut dissocier, mais le pH ne détruit pas. Même dans le lysosome, c'est à pH acide, mais parce qu'on a des hydrolases qui fonctionnent à pH acide. C'est elles qui jouent un rôle. Donc, ce n'est pas le pH qui détruit. OK. Maintenant, ici, on est en présence d'un schéma qui est très important. Ce schéma qui est très important, comment vous dire? Il vous parle d'un FRT. Ce FRT, il s'appelle le NF-kappa-B. Ça, c'est un schéma aussi qui est très important. Donc, c'est du chapitre 4, donc on est bon. Alors, retenez que le FRT, alors oubliez tout ça, on ne va pas regarder dans le détail, mais le FRT, il est composé d'un trimère.
d'une sous-unité qui s'appelle P65, d'une sous-unité qui s'appelle P50, qui provient du protéasome, ok, bon, peu importe, et d'une autre sous-unité qui s'appelle l'I-kappa B. Et en gros, ce trimère, lorsqu'il est sous cette forme-là, il est inactif. Retenez ça. Donc, le complexe NF-kappa B, lorsqu'il est sous trimère, il est inactif. Inactif, pourquoi? Parce que c'est le I-kappa B qui l'inactive. D'accord? Bon. On parle de quoi ici? Vous allez comprendre, ok, que ce FRT, quand il va devenir FRT, quand il va être activé, on va le voir de suite comment, il va jouer un rôle dans la défense immunitaire. Retenez ça pour le moment. Ok, n'allez pas plus loin que ça. Lui, il va avoir comme rôle, lorsqu'il va aller... Alors là, on a vu quoi? On a vu que Screp, lorsqu'il va vers le gène, vers le noyau, il va augmenter la synthèse du récepteur LDL. Ici, on n'est pas dans le même cadre, on est aussi un FRT, mais ce FRT, il va avoir un rôle de défense immunitaire. Donc, ce n'est pas la même chose. Okay, je simplifie, mais je veux que vous compreniez comme ça. Donc maintenant, la question, c'est, on a besoin de défense immunitaire, surtout en ce moment. Et donc, le NF-kappa B, qui est inactif ici, comment on fait pour le rendre actif, selon vous? On lui enlève le I-kappa B. D'accord? Okay, si on enlève le I-kappa B, automatiquement, ce NF-kappa B va être actif et va pouvoir jouer son rôle. Alors, comment on enlève un I-kappa B? C'est très, très simple. C'est une augmentation de calcium qui va activer une kinase et qui va phosphoryler le I-kappa B. La phosphorylation du I-kappa B va entraîner son détachement. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Donc, je répète, l'augmentation de calcium, même si c'est enregistré, je vous répète, hein, l'augmentation de calcium va activer une kinase. Comment et pourquoi? On le verra. Cette kinase va phosphoryler le I-kappa B qui va dégager. Pareil, il n'y a rien de hasardeux. Le I-kappa B, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Allez, on va le détruire. Polyubiquitinylé, liaison covalente, protéasome, destruction, hydrolyse de l'I-kappa B. D'accord? Donc, ici, on est dans un contexte où la kinase va permettre la phosphorylation, puis après, dans un deuxième temps, il va y avoir une ubiquitinylation, protéasome, et là, pareil, on peut imaginer qu'il va y avoir un recyclage, on peut imaginer qu'il va aller vers le CMH de type 1, on peut tout imaginer, mais c'est la suite que vous connaissez. Ok, maintenant on a notre ami NF-kappa B qui est activé, qui est sous forme de dimère. Donc lorsqu'il est en trimère, il est inactif, lorsqu'il est en dimère, il est actif. Et là, il va, et ça c'est très important aussi que vous le sachiez, dans les autres schémas, ce n'était pas noté par simplification, mais on va lui accrocher à ce NF-kappa B un NLS. C'est quoi un NLS? C'est un, comme son nom l'indique, Nuclear Localization Signal. Donc en gros, c'est un signal de localisation nucléaire. En gros, quand on pose ça sur quelque chose, ça va au noyau, tout simplement. Donc quand on met un NLS sur une protéine, son but, c'est d'aller vers le noyau. Donc ça tombe bien, puisque c'est le FRT. Il est transporté vers le nucléoplasme. Il se fixe à l'ADN, et ça aussi c'est très important, je l'avais mis dans un QCM que je vous avais donné il n'y a pas si longtemps, c'est que ça ne se fixe pas n'importe où sur l'ADN, ça se fixe sur une région spécifique de l'ADN, qu'on reverra dans le chapitre 10 et 11. Et enfin, ça va réguler la transcription de gènes. Encore une fois, des gènes de quoi? Pour la défense immunitaire. D'accord? Donc ça, c'est le facteur NF-kappa B dans toute sa splendeur. Et ici, il y a tout résumé, le résumé est ici. Ça, on l'a vu, pas de problème. Et on va voir, il me semble, les chaperons. Voilà. Alors ça, je veux que vous connaissiez bien cette partie G là, avec les facteurs cytosoliques. Ok, l'ubiquitine, on l'a vu. On va le revoir un peu. Les protéines G, on l'a vu la dernière fois. Le calcium, on va le voir plus en détail. Et on va étudier aussi aujourd'hui les protéines chaperon que vous avez déjà vues. Alors les protéines chaperon de tête, on connaît BIP,
on connaît HSP70. On connaît quoi d'autre? BIP, HSP70. Dynamine? Alors, dynamine, non. C'est pas un chaperon. Dynamine, c'est une protéine G. OK. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme protéine chaperon? Pour le moment, je crois qu'on connaît que ça. C'est déjà pas mal. Donc, vous regarderez bien les chaperons. Bon, encore une fois, on s'en fout qu'elles sont très conservées. Ce n'est pas des genres de questions qu'on va vous poser, ne vous inquiétez pas. Par contre, le rôle essentiel de chaperon, c'est, et ça, vous devez bien le noter, bien le comprendre, le but d'une chaperon, alors on en a vu plusieurs de rôles, mais le but essentiel et primaire, premier d'un chaperon, c'est de l'acquisition de la structure 3D d'une protéine. C'est-à-dire qu'une protéine, comme je le dis la dernière fois, ah bah oui, on avait vu PDI aussi, le troisième chaperon qu'on connaît. Mais en gros, PDI, ça fait partie des chaperons qui vont participer à la structure de la protéine. Donc une protéine, elle n'est pas au hasard, elle a une formation 3D. Okay, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Et en fait, l'objectif des chaperons, okay, c'est de maintenir ou d'acquérir une structure 3D. Et en gros, les HSP, c'est, si vous voulez, c'est la base de tout ce qui est structure tridimensionnelle. Donc ici, donc vous allez voir, on va voir un schéma, ok, de ce qui est expliqué juste là, de ce schéma qui est très important. Donc ça, si vous voulez, c'est le rôle premier d'un chaperon, c'est de donner une forme à une protéine. Ici, on a une protéine mature. Cette protéine mature, elle va subir un choc thermique. Okay, elle va subir un choc thermique et elle va être débobinée, elle va perdre sa forme. Et là, il y a deux possibilités. Soit on est radical, donc on va l'hydrolyser, okay, par l'ubiquitine, etc. Et ça finit en mort cellulaire. Soit justement, ce choc thermique qui a provoqué le fait que la protéine soit débobinée va faire en sorte, grâce à FRT, et ça encore une fois je vous le dis, c'est pas marqué, mais on peut très bien imaginer que c'est un FRT qui va jouer ce rôle-là, eh ben, il va activer des HSP. Alors, il va avoir deux types d'HSP, soit inductibles, soit constitutives. Constitutives, c'est-à-dire qu'elles sont là. Elles étaient là, on a juste besoin de les activer. Okay, inductibles, c'est qu'on les a créées. Donc, il y a un gène qui est venu par là, ici, un gène qui est venu par là et qui a synthétisé des HSP. Okay, donc là, si vous voulez, c'est les réservistes, et là, c'est les mecs conformes. D'accord? Donc, la protéine débobinée, grâce au HSP, et encore une fois, toujours très important, consommation d'ATP, okay, tous les chaperons, et la protéine, elle passe de débobinée à protéine mature. Okay, donc, je répète, dans ce schéma, quand il y a la protéine qui est débobinée, soit elle rentre en nécrose, soit justement, ces HSP vont jouer un rôle pour lui redonner une forme. Maintenant, les HSP, ils n'ont pas que ça comme rôle. Vous le savez, même là, on a parlé de la restauration d'une forme, mais il y a aussi l'instauration d'une forme. C'est-à-dire qu'ici, dans la synthèse simple d'une protéine, ici, vous voyez la protéine qui commence à se faire synthétiser, et les HSP, ils vont faire en sorte de lui donner une forme, une structure tertiaire, quaternaire, que vous verrez en Dieu 1 également dans le chapitre protéines. Et ça, c'est un rôle aussi principal, okay, des chaperons. Encore une fois, c'est très important de lire tout ce qui est marqué ici. Ok. Troisième rôle, ou deuxième rôle, bon, peu importe, ok, qui n'a rien à voir avec qui a un peu à voir avec la structure, mais un peu différent. Ici, ce que vous voyez ici, c'est que pour rentrer dans une mitochondrie, de manière instinctive, vous imaginez bien qu'on ne rentre pas tout seul. Il faut un signal d'importation, il faut la faire rentrer, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on reverra, qu'on va voir la prochaine fois. J'aimerais bien vous le faire la prochaine fois dans le chapitre 5, l'importation d'une protéine dans la mitochondrie. Okay, on le verra dans le détail. Mais là, vous retenez aujourd'hui qu'une protéine, pour rentrer dans la mitochondrie ici, il faut que d'abord elle soit dépliée. Okay, bon, c'est débile, hein, mais j'adore prendre cet exemple-là. Une fille, ou même un garçon, hein, pour rentrer dans une boîte de nuit, vous n'allez pas en mode confinement. Okay, vous allez en mode je me mets des talons. Donc là, imaginez que pour rentrer dans la mitochondrie, automatiquement, vous allez vous mettre un peu svelte et un peu vous déplier.
et donc vous allez rentrer, c'est les HSP qui vont faire la traction. Okay, il y a un complexe d'importation qu'on reverra. Et puis, la protéine, après, se replie dans la mitochondrie. Donc, elle revient. Donc, bien évidemment, quand on rentre en boîte de nuit, à la fin, on finit déchiré dans le même état qu'ici. Bon, ça, c'était juste la petite image. Donc, voilà. Donc, le rôle des chaperons ici dans l'importation dans la mitochondrie. D'accord? Ça, c'est une chose. Ça, vous connaissez. L'entrée dans le RE. BIP qui bouche ici dans le translocon. Et lorsque la protéine se fait synthétiser, BIP dégage, et va permettre à la protéine de rentrer dans le translocon. Et ici, vous voyez que déjà, dans le RE, la protéine commence à se faire synthétiser. Donc là aussi, pareil, retenez alors, vous connaissez maintenant dans le RE deux chaperons. BIP, qui est soluble, BIP qui est soluble, qui ferme le translocon et qui va jouer un rôle dans la constitution de la forme, de la structure de la protéine. Vous connaissez PDI également. PDI, c'est elle qui fait les ponts disulfure, qui est aussi soluble. PDI, l'exception, c'est qu'elle n'est pas ATP dépendant. C'était la chose qu'on avait dit la dernière fois. Et enfin, celle-là là, que vous voyez ici, qui est transmembranaire, cette protéine, elle s'appelle, vous le notez, la calnexine. Donc la calnexine, alors ça, encore une fois, vous retenez ça, vous êtes dans le chapitre 8, quoi, vous êtes dans la 3e dimension. Hein. Donc ici, c'est une chaperon aussi? Exactement. La calnexine, c'est une chaperon, mais elle a la particularité d'être transmembranaire. Donc BIP, soluble, PDI, soluble, calnexine, c'est transmembranaire. Donc là aussi, pareil, vous allez le voir. Pareil, 4e rôle, le déshabillage, ça vous le connaissez. On a la vésicule qui est recouverte de clatrine. Alors, encore une fois, ça serait faux pour cavéoline, parce que cavéoline, il n'y a pas de déshabillage. Et là, qui va intervenir? Les HSP70 plus ATP, qui va recycler, qui va déshabiller et recycler la clatrine et qui va faire en sorte que la vésicule soit toute nue, qui va permettre la fusion. Donc, soit la vésicule, elle provient de la membrane plasmique lors d'une endocytose, soit elle part du Golgi, elle veut aller, comme vous l'avez vu dans les schémas précédents, soit elle veut aller vers la membrane plasmique. Peu importe, dans tous les cas, il y a un déshabillage et c'est HSP70 qui s'en occupe. Constitutive, bon, peu importe, mais c'est constitutive. Donc là aussi, c'est très important de dire tout ça. Enfin, dernier rôle des chaperons, ça c'est un rôle qu'on reverra dans le chapitre 11, mais que je veux que vous voyez aujourd'hui. C'est ce schéma. Ce schéma, c'est quoi? Vous voyez ce truc à faire à cheval? C'est un FRT. Vous retenez ça. Il a plusieurs segments, A, B, C, D, E. Chaque segment a un rôle, on le reverra tranquillement. Et en fait, ce récepteur, c'est ce qu'on appelle un récepteur nucléaire. C'est quoi un récepteur nucléaire? C'est un récepteur, un FRT, si vous voulez, qui, lorsqu'il est activé, va aller vers le RE, vers le noyau, excusez-moi, grâce, encore une fois, aux NLS qui vont l'aider à aller dans le noyau. Mais en fait, ce FRT, il est en mode ici inactif. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de HSP. De HSP 90, un HSP 70 et des cochaperons qui sont ici. Donc là, quand il est comme ça, il est en mode inactif. Et lorsque vous allez avoir une hormone stéroïde, alors l'hormone stéroïde, c'est elle, et ça on va le voir, très important, retenez bien l'hormone stéroïde parce qu'on va le voir dans le chapitre 5 la semaine prochaine. Et si ça vous va, moi le vendredi comme ça, moi ça me va aussi. Donc voilà. L'hormone stéroïde en question va avoir comme rôle de libérer ces chaperons. L'ensemble de ces chaperons, vous le notez en rouge, ça s'appelle des PAR. Vous le voyez ici sur le schéma, les PAR. PAR, c'est protéines associées au récepteur. Donc, c'est tous ces HSP qui sont associés au récepteur, s'appellent ces PAR, et donc ces hormones stéroïdes vont libérer ces PAR. Alors, les hormones stéroïdes, c'est celles qui vont donner naissance, il faut que juste vous le sachiez. Dan, c'est quoi PAR?
PAR, c'est les protéines associées au récepteur. C'est tous les, c'est les HSP 70-90 que vous voyez ici. Tout ça, ce complexe-là, c'est PAR. Et donc, lorsque l'hormone stéroïde, donc oui, je disais que l'hormone stéroïde, c'est elle qui était destinée à. L'hormone stéroïde, c'est elle qui est destinée aux hormones oestrogènes, progestérone, etc. Donc les hormones plutôt chez les femmes. Ok. Donc tout ça, ce que vous voyez ici, c'est que l'hormone stéroïde va libérer les parts. Et il va avoir un phénomène qu'on ne voit pas ici, qui est par simplification pas montré. Vous allez avoir un phénomène qui s'appelle ici la dimérisation du récepteur. C'est-à-dire quoi? C'est que le récepteur, lorsqu'il est activé, ben, il va être en double. Il va se dimériser. Et la dimérisation du récepteur va permettre, après, la fixation du NLS. Alors, vous pouvez déjà le noter si vous voulez, c'est que la fixation du NLS se fait sur le domaine E, okay, qui est ici. Et donc, lorsque le NLS se fixe au domaine E, il va l'apporter vers l'ADN. Donc là aussi, c'est un rôle important du chaperon. L'ubiquitine, on l'a vu. Vous voyez ici, covalent. Et on peut avoir soit la mono, soit la polyubiquitination. Alors, on va voir maintenant la différence entre les deux. Je finis dans 5 minutes, c'est fini le cours, comme ça je vous laisse tranquille. Ces ubiquitines, elles sont accrochées. Ici, vous voyez, il y a une petite protéine là. Ce qui va aider, c'est ce qu'on appelle des ubiquitines ligases. Donc, les ubiquitines ligases sont responsables de la fixation covalente de l'ubiquitine à la protéine cible. Ok. Donc, ces ubiquitines, je le rappelle, elles peuvent être cytosoliques, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi la retrouver dans le nucléoplasme. D'accord? Donc ici, vous connaissez le schéma classique avec une protéine à dégrader, soit du cytosol, soit du RE, et qui peut ici, par exemple, va aller ici dans le protéasome, les sucres dégagent, l'ubiquitine, hop, dégage et on dégrade. Ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Donc l'importance de l'ubiquitine. Et je vous avais dit tout à l'heure, et ça c'est mon petit cadeau, que l'ubiquitine, elle avait un autre rôle. Le rôle de l'ubiquitine, c'est aussi de provoquer des endocytoses. Donc ici, vous le voyez, voilà, la mono-ubiquitination ou la polyubiquitination du domaine cytosolique de protéines transmembranaires de la membrane plasmique peut constituer un signal d'endocytose et d'adressage aux endosomes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ici c'est endocyté, ben, vous allez avoir le chemin classique avec endosome, dégradation dans lysosome. Donc quand on n'en veut plus de ces protéines-là, alors ici, comment s'appelle cette protéine? Faites-moi rêver. RCPG. Voilà, RCPG, 7 domaines transmembranaires. Ok. Ici, c'est quoi? Faites-moi rêver. On en a parlé tout à l'heure. Exactement. Les CAM-IG. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé que les CMH1, ils faisaient partie de la même superfamille que les CAM-IG. Et donc, ici, vous voyez que ici, on a les boucles extracellulaires avec les ponts disulfure que vous pouvez imaginer. Ok, ça, on le verra. Et donc, vous avez l'ubiquitine qui peut être un signal d'endocytose. Une finesse, juste. C'est quoi la différence entre mono et polyubiquitination? C'est très simple. La polyubiquitination, on la retrouve de partout, tout le temps. Lorsqu'il y a donc adressage au protéasome et signal d'endocytose. Sauf que la monoubiquitination, on peut la retrouver que lors d'une endocytose. Donc, je répète que vous ne verrez jamais de monoubiquitination lorsqu'il y a adressage au protéasome. La monoubiquitination, on peut la retrouver que dans un cas d'endocytose. Ok, mais ça ne veut pas dire que tous les cas d'endocytose sont la mono. Ça peut être aussi la mono et la polyubiquitination. D'accord? C'est ce qui a marqué un peu ici. Enfin, pas comme je l'ai dit, mais il faut le comprendre des mots. C'est qu'on parle toujours de polyubiquitination et là, hop, on parle de mono ou de poly du domaine cytosolique peut entraîner un signal d'endocytose. Protéine G, je veux que vous appreniez bien ça parfaitement. Ok, en tout cas, pour ceux qui n'avaient pas bien saisi, à quoi ça sert une protéine G?
il y en a deux types, hétérotrimérique, monomérique. Ok, je ne sais pas qui a parlé tout à l'heure, mais monomérique, c'était donc les protéines comme la dynamine que vous connaissez. Hétérotrimérique, c'était des protéines qui étaient en rapport avec le RCPG. Ça, on l'a vu la dernière fois avec les 3 sous-unités. Donc ça résume bien tout ce qu'on a dit la dernière fois. Ce schéma-là, j'aimerais bien que vous essayiez de le comprendre parce que ça me prend du temps de l'expliquer. Donc, essayez de le comprendre avec le texte qui est en dessous. Dans tous les cas, vous me le ferez rappeler. La prochaine fois, c'est l'une des premières choses que je vous expliquerai tranquillement. Est-ce que tu pourrais nous faire un audio dessus avant qu'on ait cours? Ah oui, ok. Bah, tu me le rappelleras, Vanny, tu me diras. Je vous ferai un audio donc, sur la figure 17 du chapitre 4. Donc, le schéma juste à côté, vous le connaissez. On l'a vu la dernière fois où ça résumait bien l'importance des protéines qui vont favoriser l'échange et l'hydrolyse. Donc, ici, on a le RCPG. On a, alors, vous le voyez là, parce que moi, j'ai mon écran. Alors, je sais pas, bon, bref. Ici, on a le RCPG et qui s'occupe des protéines qui va être responsable de l'activation d'une protéine G hétérotrimérique. Et Jeff, si vous vous souvenez bien, Jeff, c'était la protéine qui va favoriser l'échange. GAP, c'est elle qui favorise l'hydrolyse pour une protéine G monomérique. Et RGS, c'est elle qui favorise l'hydrolyse pour une protéine G hétérotrimérique. Est-ce que ça, encore une fois, j'ai rien à vous apprendre dessus. La dernière fois, on a fait les schémas dessus. C'était dans les schémas, figure 16 et figure 19. Ben, il faut juste maintenant que ça soit clair dans vos têtes. Et ce schéma, il résume bien un peu ces choses-là. Alors, juste ça aussi, ne vous y trompez pas. Quand il y a marqué protéine G monomérique 2. Jeff, c'est pas Jeff qui est la protéine G monomérique. Jeff, c'est ce qui va stimuler la protéine G monomérique. Pareil, il y a marqué protéine G trimérique, c'est pas RCPG. RCPG, c'est un récepteur. Donc un récepteur, ça a 7 domaines transmembranaires. Donc ce n'est pas une protéine G, puisqu'une protéine G, c'est cytosolique. Mais elle va favoriser l'action d'une protéine G trimérique. Ok, donc ça aussi, bon, faites attention, c'est le piège à ne surtout pas faire. Ne me dites jamais que GAP, c'est une protéine qui va permettre l'hydrolyse d'une protéine G trimérique. Ok, et pareil, RGS, c'est pas une protéine G qui va s'occuper, c'est pas celle qui va favoriser l'hydrolyse de la protéine G monomérique. Ok, RGS trimérique, RCPG trimérique, GF monomérique et GAP trimérique. Monomérique. Donc là, la prochaine fois, si c'est pas clair, vous me dites et je ferai un petit récapitulatif, sachant que je vous ai fait ici un beau tableau sympathique qui vous résume bien tout ça. Donc ça, on l'a vu la dernière fois, à savoir parfaitement pour la prochaine fois. Ça, on l'a vu aussi la dernière fois, figure 19, à savoir parfaitement aussi avec le texte qui est en dessous, mais ça, je n'ai pas besoin d'insister sur ça. Ça, c'est juste la dynamine pour vous dire que des fois, il y a des dynamines qui sont mutées, et ben, il n'y a pas le détachement. Mais ça, voilà, il n'y a rien de plus dans tout ce que je vous ai dit. Donc là, c'est juste, on vous dit, eh ben, si la dynamine est mutée, eh ben, il n'y a pas de détachement. Ben, ok, c'est classique. Que la dynamine, vu qu'elle sert à l'étranglement, si c'est muté, eh ben, il n'y a pas de ça. Donc ça, vous verrez un peu le texte, mais ça ne va pas vous changer votre vie. Laissez tomber les pathologies, on s'en fout. C'est pas le sujet. Et la prochaine fois, on s'occupera du rôle du calcium. Je veux juste vous dire et finir sur ça. Donc ce schéma est capital, donc on le verra la prochaine fois avant d'attaquer le chapitre 5. Je veux juste que vous appreniez l'action, et c'est la dernière chose que je vais parler aujourd'hui, la calmoduline. La calmoduline, elle était là. Flashback. Non, flashback. C'est un flashback un peu long, certes, mais un flashback quand même. Je sais pas pourquoi il y a des pages comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Alors, ici, on l'avait vu. Alors, je vous en avais pas parlé volontairement parce que je voulais aujourd'hui vous en parler. Ici, on a une protéine cytosolique qui, lorsqu'elle est phosphorylée, ok, va être phosphorylée par une kinase. Et en fait, on vous dit juste que la calcium-calmoduline, le complexe calcium-calmoduline,
elle va favoriser l'action de la kinase pour phosphoryler cette protéine. Okay, c'est ça un peu le but de cette partie du schéma, c'est de vous dire que la calcium-calmoduline, elle va avoir comme rôle, de favoriser les kinases. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette calcium-calmoduline, c'est une protéine, c'est un complexe cytosolique qui va avoir comme rôle d'activer ces kinases que vous voyez ici. Alors, maintenant, retenez bien ça. Maintenant, on va revenir au dernier schéma. Et dans le dernier schéma, vous voyez que la calcium-calmoduline, elle, pour être activée, elle a besoin de calcium. Donc ici, une calcium-calmoduline sans calcium, elle n'est pas active. Elle est active qu'à partir du moment où on lui a rajouté des calciums. Et ici, vous voyez que la calcium-calmoduline est inactive, et lorsqu'on lui met le calcium, elle devient activée. Et elle va avoir tous ces rôles-là. Elle va activer des kinases. Ça, c'est très important. On vient de le voir à l'instant. Elle peut aussi activer des phosphatases. C'est très important. Et donc, et ça, vous le verrez, elle peut activer une hénosynthase. Alors, rappelez-moi où c'est qu'on a vu des hénosynthases. Alors là, celui qui me dit ça, il est bon. On a vu la hénosynthase la dernière fois, je crois que c'était au dernier cours d'ailleurs. Et ben voilà. J'aimerais que maintenant, vous me disiez c'est où qu'on a vu la hénosynthase. Dans le radiolipidique. Oh là là, qui c'est qui a dit ça? Dis-moi ton prénom. Magnifique, magnifique. Effectivement, dans les radiolipidiques, on avait dit qu'il y avait plusieurs choses, des cavéolines, des protéines G hétérotrimériques. Il y avait aussi cette hénosynthase qu'on avait vue pour la première fois. Donc la hénosynthase peut être activée par la calcium-calmoduline. Donc la calcium-calmoduline va avoir un rôle d'activer tous ces éléments-là qu'on reverra. Donc, dites-moi maintenant, et c'est ça le travail que vous devez faire. Vous devez faire ce travail-là de se dire, c'est où qu'on a vu un rapport entre l'augmentation de calcium et l'action de la kinase. Je vais vous le faire à votre place, pour si vous ne trouvez pas. C'est très simple. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Je vous ai dit, mais... Voilà, je vais monter trop haut. Je vous ai demandé, je vous ai dit, mais comment on passe, on parlait du NF-kappa B, je dis comment on passe d'une augmentation de calcium à l'activation de kinase. C'était dans ce schéma. Ouais, c'était juste avant. Non, je me perds. Voilà. Vous vous souvenez ici, l'augmentation de calcium active les kinases qui vont permettre les phosphorylations. Et bien en fait, le point commun, le pont, si vous voulez, entre ça, c'est qu'ici, c'est pas dit, par simplification, c'est la calcium-calmoduline qui va faire le pont entre les deux. Donc l'augmentation de calcium va activer la calcium-calmoduline qui peut activer une kinase et qui va phosphoryler ce I-kappa B. Donc, je voulais juste que vous sachiez ça sur la calcium-calmoduline, que vous ne repartez pas ignorant sur ça. Et dernière chose sur la calcium-calmoduline, vous vous souvenez qu'on avait parlé du peptide signal. C'est quoi le peptide signal? C'est ce qui va faire aller la protéine dans le RE. Et je vous avais dit surtout que ce peptide signal, quand on n'en a plus besoin, on le coupe, on le casse. Et en fait, le fragment du peptide signal, il va avoir comme rôle, et c'est la seule information qu'on a sur ce fragment, il va avoir comme rôle de inactiver la calcium-calmoduline tout simplement. Donc, le rôle que va avoir cet fragment du peptide signal, c'est dans son chemin de retour, il peut inactiver cette calcium-calmoduline. Ne me demandez pas quel impact ça a. C'est à 3 schémas où il y a marqué ça, il faut juste le savoir. Ok? Donc pour moi aujourd'hui, donc après, tout ça, c'est pas très important. On a fini le chapitre 4. Donc il y a 2 schémas à voir et on fera le chapitre 5 la prochaine fois. Donc je résume. Donc aujourd'hui, on a fait le chapitre 4, on a avancé,
Je vous envoie des QCM, donc je finis l'enregistrement, donc je finis le partage déjà. Je finis l'enregistrement. Je ne sais pas si je l'ai fini. Voilà, je finis l'enregistrement. Je mets oui.